Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler, moi, pour ma part, de l'expérience en fait de l'opérateur EDF en tant qu'exploitant de ces réacteurs et en vous donnant finalement les progrès que nous avons faits sur notre parc nucléaire, les questions que nous nous posons aujourd'hui sur la durée de fonctionnement de nos réacteurs. Derrière le mot durée de fonctionnement, on appelle ça durée de vie en fait, et quelques arguments ou quelques réflexions qu'on peut en tirer pour la définition des réacteurs de demain. Donc le parc nucléaire français, il est bien connu, 58 réacteurs, un effet série très fort, puisque trois grands paliers, 900 MW, 1300 MW et 1450, et une centrale en construction à Flamanville qui sera la 59e. Alors, un premier peut-être point sur le fonctionnement du parc nucléaire français depuis une trentaine d'années. Notre métier est profondément basé sur la notion de progrès continu. C'est un élément clé de notre activité, focalisé essentiellement d'abord sur la prise en compte du retour d'expérience. Nous sommes probablement une des industries qui utilise le plus le retour d'expérience, et d'autre part sur l'analyse des progrès scientifiques et techniques qui peuvent se présenter au cours du temps. Donc ces éléments nous amènent à revenir sur nos exigences de sûreté, à les améliorer, à modifier l'installation de nos réacteurs, donc de modifier la conception, et également donc de travailler sur l'exploitation. Parce qu'en fait, un réacteur nucléaire, c'est bien la conjonction de deux choses, la conception, la technique du réacteur lui-même, mais aussi de ses modalités d'exploitation, et les deux sont totalement indissociables. Alors, peut-être quelques rappels sur le cadre réglementaire que vous devez connaître, je pense, de façon très globale. L'autorisation juridique de fonctionnement des réacteurs français est donnée en fait pour une période relativement limitée, qui est une période de 10 ans. Il n'y a pas de durée fixée définitive, comme il peut y avoir par exemple aux États-Unis, où on a fixé 40 ans et on essaye d'obtenir aujourd'hui 60, et on obtient 60. Mais il y a plutôt en France donc des périodes relativement courtes, 10 ans, ce qui est faible à l'échelle de nos technologies, avec tous les 10 ans un double assessment. Donc un premier assessment qui est un examen de conformité, donc une vérification finalement que nos centrales sont bien conformes à ce qu'elles doivent faire, et également donc un réexamen de sûreté, donc un renouvellement finalement de la conception, une remise en plat un petit peu de la conception, de façon à prendre en compte, comme je vous le disais, le retour d'expérience des incidents passés, et prendre en compte également l'amélioration scientifique et technique qui a pu se présenter. L'autorité de sûreté a alors un pouvoir totalement régalien, une prise de décision totale avec un oui ou non sur la poursuite de l'exploitation. Et ça pour une durée de 10 ans supplémentaires. Donc ça veut dire que c'est un challenge périodique, mais ça veut dire aussi que la sûreté des réacteurs s'accroît au cours du temps. Alors, je vais vous décrire peut-être un petit peu, au travers des exemples suivants, quelles ont été les principales améliorations que l'on a connues sur notre parc et qui illustrent bien la fameuse maxime de l'amiral Rickover entre les réacteurs papier et les réacteurs industriels, et qui montre que le monde du nucléaire est un monde dans lequel on progresse à pas lents, mais mesurés, mais sûrs. Le premier grand incident qui nous a marqué, c'est bien évidemment l'accident de TMI, donc qui s'est produit en 1978, qui a conduit à une fusion partielle, bien sûr, du cœur, sans percement de la cuve et avec des rejets nuls. Par contre, cet accident, qui était le premier majeur qui s'est produit donc aux États-Unis, a eu un impact majeur sur notre industrie, notamment aux États-Unis, où la construction de nouveaux réacteurs s'est arrêtée pratiquement après cet accident. Il a conduit en France à de nombreuses évolutions, amélioration du design, nouvelles soupapes de sûreté, le cumul des défaillances et les erreurs humaines, donc avec beaucoup d'améliorations autour de la connaissance et de l'ergonomie des installations. Vous avez là ce qui s'appelle le kit, qui est un dispositif permettant de mieux informer l'opérateur sur ce qui peut se passer sur la cuve du réacteur. La prise en compte également des accidents graves. Donc le petit schéma où vous voyez KRT avec
le petit réservoir qui est au-dessus du ban, c'est en fait le fameux filtre U5. Donc c'est un dispositif qui permet de décomprimer l'enceinte de confinement en cas d'accident et de faire des rejets, mais des rejets filtrés, donc dispositifs dont nos amis japonais ne disposaient malheureusement pas. Et c'est aussi, donc, dès cette époque-là en France, donc, la prise en compte et la création donc, d'un dispositif de crise, donc PUI, donc organisation de crise tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale exploitant EDF et nationale également gouvernementale, et avec des exercices réels effectués, pouvant impliquer même les populations. Deuxième grand événement, Tchernobyl. Alors, cet événement est un peu plus loin de nous d'une certaine façon, dans la mesure où la centrale de Tchernobyl était très différente de nos réacteurs. Bon, pour autant, des enseignements marquants, là aussi, ont eu lieu, notamment sur la criticité prompte, donc le risque finalement de revenir en criticité sur les réacteurs de façon non souhaitée. La question là étant l'injection d'eau claire, donc d'eau sans bord, donc pouvant provoquer des événements indésirés. L'élément marquant de Tchernobyl est probablement la question de la culture de sûreté, le fait que les opérateurs à tout niveau doivent être particulièrement formés, complètement conscients de ce qu'ils peuvent réaliser et ne pas sortir du cadre de procédure dans lequel ils travaillent. C'est une évidence dans notre secteur, mais un opérateur de centrale nucléaire n'agit jamais, ne tourne jamais un bouton, ne tourne jamais une vanne si l'indication n'est pas écrite sur un papier, sur une procédure donc, qui est écrite précédemment. Alors, au-delà de ces deux événements marquants, il y a eu dans la période 90-2000 de nombreux événements également dont on a tiré le retour d'expérience. Je vais citer les événements de 99. Donc 99, c'est la fameuse tempête qui touche toute la France, qui met d'ailleurs par terre une partie de notre réseau électrique et qui inonde la centrale nucléaire du Blayais. Fort heureusement sans conséquences, mais les systèmes de sauvegarde malgré tout avaient été inondés et qui nous a amené donc à revoir complètement le niveau des plateformes de nos sites et leur protection au travers de digues contre des arrivées d'eau. Donc vous voyez un type d'incident qui n'est plus là pour le coup interne aux centrales, qui n'est plus de type nucléaire, mais qui est une agression dans notre jargon qu'on appelle externe. Fukushima nous a bien évidemment amené à revoir cette résistance de nos sites aux agressions. Le risque de tsunami ou de tremblement de terre, de la violence de ce qui est connu au Japon, n'est évidemment pas possible en France. Par contre, les risques d'inondation le sont. Donc ça nous a amené à les revoir. Les risques de séisme également ont mérité d'être revus. Nous avons également prévu un ensemble de dispositifs permettant de ramener, d'éviter en tout cas des rejets massifs, même si le niveau d'agression auquel on fait face était supérieur au dimensionnement prévu. Donc en fait une couche supplémentaire au-delà du dimensionnement. Et enfin, le point, je pense, le plus marquant, c'est ce qu'on appelle la force d'action rapide nucléaire. Donc en fait, une espèce d'équipe aux pompiers de grande taille, mais capable de reprendre en main complètement donc une centrale nucléaire, en fait un site nucléaire complet, avec à la fois donc des matériels, vous avez là un diesel transportable, mais aussi et surtout donc des hommes donc capables d'exploiter une centrale, un site nucléaire dans la durée. Les réexamens décennaux qui se sont déroulés pendant la période jusqu'à Fukushima ont amené également d'autres modifications de toute nature. Je ne rentrerai pas dans le détail. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'au-delà de ces modifications donc liées à l'amélioration de la sûreté, mais sous l'angle technique, modification des installations, il a fallu également, et nous sommes évertués également, à améliorer la sûreté de nos installations et leur performance sous l'angle exploitation. Donc je rappelle deux sujets totalement indissociables. Alors pour l'illustrer, quelques courbes, vous avez là la disponibilité du parc nucléaire français, donc depuis les années 80.
La disponibilité mesure en fait le productible d'électricité, pour dire les choses un petit peu simplement. Donc vous voyez que c'est une courbe relativement erratique, qui est grosso modo aujourd'hui autour d'une valeur de 80%, pour dire un chiffre moyen, mais qui montre malgré tout la difficulté d'obtenir de façon robuste et dans la durée ce genre de performance. Le nombre d'arrêts automatiques réacteurs, donc pour nous et dans le jargon du nucléaire et des exploitants nucléaires, c'est un indicateur majeur en termes de sûreté, puisqu'en fait il mesure la qualité d'exploitation et également la rigueur d'exploitation. Donc vous voyez là aussi, donc j'ai repris les statistiques là depuis une dizaine d'années, depuis 2002, vous voyez là aussi un progrès qui est constant. On arrive aujourd'hui à une valeur de 40 arrêts automatiques réacteurs par an. C'est une des meilleures performances mondiales, mais derrière tout ça, il y a une compétence de l'exploitant de premier niveau. Radioprotection, donc également qui s'est fortement améliorée. Et puis quelque chose peut-être de plus classique, mais qui est aussi particulièrement prépondérant, c'est les taux de fréquence d'accident. Donc on arrive aujourd'hui donc à une valeur autour de 5. Voilà, je vais passer maintenant peut-être à quelles sont les considérations qui se posent pour nous, au-delà de l'exploitation des réacteurs que nous avons menés jusqu'ici, pour en augmenter donc la durée de fonctionnement et la durée de vie. Alors, je rappellerai d'abord le cadre en termes de sûreté et les indications, les orientations donc, qui ont été fixées par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc vous avez là l'extrait d'une lettre, donc que vous pouvez trouver de façon complète sur le site internet de l'ASN, qui donne le cadrage de la démarche. Donc elle rappelle bien que les réacteurs ont été conçus pour une durée de 40 ans. Et elle explique également que les options de sûreté qui doivent être prises pour augmenter la durée de vie de ces réacteurs, je lis, ne peuvent pas être appréciées indépendamment des exigences de sûreté qui seraient appliquées s'il s'agissait de construire des centrales nucléaires nouvelles. Donc autrement dit, nous sommes dans une boucle dans laquelle la construction de nouveaux réacteurs de génération 3, influe finalement sur les réacteurs existants et où l'ambition de l'autorité de sûreté est de faire en sorte que les réacteurs existants puissent avoir un niveau de sûreté, alors le qualificatif est délicat, proche, s'apparentant, voisin, tendant vers ceux de demain. Donc c'est évidemment extrêmement ambitieux pour nos réacteurs, mais c'est en termes d'acceptabilité publique, ce qui est un point particulièrement crucial pour nous, c'est aussi un gage que nos réacteurs ne seront pas considérés comme, entre guillemets, de vieux engins, mais qui sont au contraire au top niveau en termes de sûreté et de performance. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ambition? Il y a d'abord donc des enjeux techniques. Bon, les plus connus sont la cuve du réacteur. Donc, la cuve du réacteur, c'est un des deux composants non remplaçables donc, sur un réacteur PWR. Donc, cette cuve s'endommage, tout simplement parce qu'elle est soumise à un bombardement de neutrons. Donc, elle se fragilise. Et l'acier, la limite de transition finalement entre phase plastique et phase ductile et fragile donc de l'acier baisse. Et donc, en cas d'injection d'eau froide, en cas d'accident, le risque est le risque de fragiliser la dite cuve. D'où les petites images que vous voyez où, au sein de la R&D d'EDF, donc nous avons maquetté à la fois les injections d'eau froide et nous avons fait des calculs pour montrer que finalement la durée de 60 ans était tout à fait accessible, ce qui est le cas. Reste bien sûr à en convaincre complètement l'autorité de sûreté. Vous imaginez bien que la sophistication des modèles numériques qui sont derrière amène de nombreuses questions, de nombreux challenges de la part de l'autorité de sûreté, et nous n'avons pas d'inquiétude particulière sur le fond. Le deuxième grand sujet, c'est l'enceinte de confinement des réacteurs. Alors pour des raisons évidentes, c'est un composant qui est aussi difficilement remplaçable. La particularité de nos enceintes, les enceintes de confinement, de façon générale, sur à peu près tous les réacteurs mondiaux, sont en béton. C'est un matériau hétérogène. Vous avez sur l'image de droite
des coupes qui montrent les différentes caractéristiques des bétons sur nos centrales. Donc on voit qu'il suffit de regarder les images, elles sont toutes différentes et ça illustre bien finalement la complexité de ce sujet. Le béton est un matériau simple mais probablement plus difficile à gérer dans la durée que l'acier. Au-delà de ces deux composants particulièrement sensibles, non remplaçables, il y a bien évidemment des choses plus classiques liées au vieillissement de tous les autres composants de la centrale, pour lequel là, le remplacement technique est faisable. Pour autant, en tant qu'industriel, notre enjeu, c'est d'essayer d'optimiser bien évidemment la durée de vie de ces équipements et de les remplacer au bon moment. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a sur une centrale nucléaire environ 200 km de câbles électriques. Il est bien évident que si ces câbles électriques peuvent vivre jusqu'à 60 ans, nous en porterons que mieux. Donc d'où des analyses très sophistiquées pour voir comment ils vieillissent. Au-delà des enjeux techniques, comme je vous l'évoquais, il y a également donc des enjeux humains qui sont tout aussi importants que les enjeux techniques. Le premier enjeu humain, c'est le renouvellement des compétences. Donc l'histoire du nucléaire français a pris un essor très, très vif, si je puis dire. Donc dans les années, grosso modo, 70-80, c'est là qu'ont été formées les plus grandes générations d'ingénieurs et de techniciens. Chez EDF, comme ailleurs, chez Areva, au CEA, enfin, chez beaucoup d'industriels également qui travaillent pour nous. Donc nous avons devant nous un enjeu majeur de renouvellement de ces compétences. Donc d'attirer des jeunes, d'une part, ce qui se passe plutôt bien aujourd'hui, et aussi de les former, de les accompagner. Pour vous donner un ordre de grandeur, la formation d'un opérateur en centrale, c'est de l'ordre de 4 à 5 ans de formation, donc à la sortie de l'école. Donc c'est des temps longs et c'est des temps qui nécessitent d'être anticipés. Et l'autre enjeu pour un industriel et un producteur, vendeur d'électricité, c'est bien évidemment donc le coût économique. Donc c'est des sujets qui ne sont peut-être pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous ai rappelé là la valeur qui a été émise par la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2012. Intégrant le 55 € intègre les modifications des réacteurs donc liées à Fukushima, les dernières modifications. Donc c'est un coût qui est à la fois bas, mais aussi élevé, et sur lequel notre ambition est évidemment de le conserver et de le maintenir. Alors, quels enseignements peut-être maintenant faut-il tirer sur la conception, le développement de réacteurs de demain, compte tenu de cette expérience majeure que nous avons en France, de premier aussi exploitant nucléaire mondial. Le premier élément, c'est que nous sommes en fait dans un mix énergétique et que l'enjeu de tout électricien, c'est d'équilibrer l'appel aux différents moyens de production et d'utiliser ces moyens de production en fonction de leur coût. Ceux qui sont les moins coûteux sont utilisés en premier et ainsi de suite. Donc Marcel Boiteux nous a quittés il y a quelques heures. Il est à l'origine de ces réflexions. Il est certain que le nucléaire gardera une part significative s'il est compétitif. C'est une banalité de le dire. Aujourd'hui, il y a en gros deux types d'énergie je dirais, qui se présentent sur le panel. Les énergies thermiques, donc gaz et charbon. Donc, il se situe grosso modo dans une fourchette de 70 à 100 € du mégawattheure. Alors, c'est des chiffres arrondis, ça dépend du prix du CO2, ça dépend du prix du gaz, ça dépend du prix du charbon, mais ça vous donne des ordres de grandeur. Le renouvelable présente des difficultés liées à l'intermittence, mais à des prix qui sont quand même relativement bas. Vous voyez, l'éolien terrestre arrive aujourd'hui à des prix qui peuvent être en dessous de 70 € du mégawattheure, donc pas très très loin de la compétitivité, proche en fait du prix du gaz. Le photovoltaïque a vu ses prix considérablement baisser, même si aujourd'hui, cette année en tout cas, on est plutôt dans une surcapacité donc du marché côté production, on est dans un marché plutôt d'offres, mais le prix continue à baisser.
Et en toiture, les prix restent encore relativement élevés du fait de la taille des installations. Mais je dirais que sans opposer en aucune façon ces énergies, nous pensons, côté EDF, que l'avenir est un mixte énergétique combinant l'ensemble de ces différents types d'énergie, nucléaire compris bien évidemment. La part de chacune d'entre elles dépendra notamment de leur compétitivité. L'autre point très important qui est peut-être plus spécifique nucléaire, c'est la question du niveau de sûreté. Donc vous avez vu que le niveau de sûreté, c'est non seulement une conception de base, mais c'est aussi un enrichissement progressif donc, au cours du temps qui est laborieux et lourd. Il est bien évident, la position de l'autorité de sûreté l'illustre, que les nouveaux types de réacteurs devront avoir un niveau de sûreté au moins égal à ceux qui sont existants, en principe meilleur, et au moins égal aussi à ceux qui sont aujourd'hui en construction, donc les réacteurs de génération 3, que ce soit l'AP1000 ou le PR. Quant aux performances d'exploitation, qui sont le fruit aussi de plusieurs dizaines d'années d'expérience, elles doivent être aussi du même niveau, si ce n'est meilleur. Tout ça nous fait dire, on l'a terminé un petit peu mes slides sous forme d'un joke en disant il faut innover. Ça veut bien dire que si nous voulons promouvoir notre industrie et la développer, il est absolument essentiel d'ouvrir toutes les portes, d'innover, de ne laisser aucune solution sur le côté, mais de regarder à la fois la partie conception de ces réacteurs, mais de regarder aussi les impacts industriels qui sont absolument cruciaux pour l'acceptabilité économique et publique du nucléaire. Voilà, j'en ai terminé.